C'est le moment des questions de la salle. Alors d'abord les étudiants. Ils sont un peu réduits parce que c'est période de stage. Oui, je vous en prie. Allez-y, monsieur. Ça marche, ça marche. Bonsoir, merci pour votre exposé. J'ai une question par rapport au rôle de la Russie dans l'Indo-Pacifique, par rapport au triangle stratégique du RIC, Russie, Inde et Chine. Et on a vu ces dernières années les déclarations annuelles dans ce groupe géostratégique de la Russie, Inde, Chine, entre, on va dire, ils sont d'accord sur la liberté, sur la liberté de circulation des biens et services sur ce couloir de l'Indo-Pacifique entre la Chine et l'Inde. Donc ma question se centre sur le rôle de la Russie dans ce circuit Indo-Pacifique. Merci. Merci beaucoup. Une autre question ? Une autre question ? Oui, je vous en prie. Je ne vous avais pas vu, excusez-moi. Il n'y a pas de problème. En fait, vous parlez de l'Indo-Pacifique comme un espace trop grand pour qu'il puisse y avoir de l'hégémonie. Mais si on considère l'Indo-Pacifique comme un système stratégique, on voit qu'il y a des vulnérabilités, notamment les voies de communication maritimes stratégiques. Et comment éviter que certaines grandes puissances puissent ne pas justement essayer d'avoir une compétition pour l'influence sur ces voies de communication. Je pense notamment au détroit de Malacca. Merci. Merci beaucoup. Une autre question ? Levez la main que je vois mieux. Une troisième question. Oui, je vous en prie, je vous en prie, je vous en prie. Thank you for this exposé. I just wanted to ask. Bonjour, j'aurais une question. Je me suis dit que la Californie n'est pas dans la région, mais comment l'Australie voit à l'échelle mondiale l'affrontement entre les États-Unis et la Chine dans le monde des grandes puissances de l'Internet ? Je vous en prie, non, je réponds, et après on prendra les autres questions. OK. All right. Très bien, donc trois questions m'ont été posées. Alors, d'abord, le rôle de la Russie, ensuite l'hégémonie et les vulnérabilités, et puis troisième question sur le cyberespace. Les vulnérabilités, avant de parler des hégémonies, la question n'est pas encore tranchée de savoir ce que sont les ambitions de la Chine dans l'Indo-Pacifique. Il est clair que la Chine cherche à dominer l'Asie de l'Est et cherche à jouer un rôle prééminent dans l'Asie de l'Est. Quitte à savoir ce qu'on entend exactement par là. Mais ce qui m'étonne vraiment, c'est par rapport au sud de l'Asie, la Chine par rapport à l'océan Indien, l'Eurasie. Ce qui me semble, je me trompe peut-être, ce qui me semble, c'est que vous avez ici une ambition surdimensionnée de la part de la Chine, et on voit mal comment ça cadre avec les tentatives désespérées de la Chine qui cherche à marquer l'avantage maintenant qu'elle est dans une situation, disons, avantageuse. Alors vous avez la propagande, le soft power, tout ça nous donne l'impression que la Chine sera au-dessus de tout le monde sur tous les plans. Alors, ne vous méprenez pas, je ne suis pas en train de casser du sucre sur la Chine. La Chine a des intérêts tout à fait légitimes, notamment eu égard à cette vulnérabilité par rapport à l'énergie et qui fait intervenir des risques politiques pour la région, parce qu'évidemment, vous aurez évidemment, il faut que le pays puisse, ou le parti politique communiste chinois puisse assurer
la robustesse économique de la Chine, notamment sur le plan énergétique. Mais enfin, il y a ce risque réel que la Chine voudra dominer dans l'océan Indien, et c'est un stratège de la région, ou même d'autres régions. On voit comment il faut se poser la question réelle de cette possibilité, parce que dès lors que la Chine a annoncé quelque chose, généralement, elle est allée, enfin, elle a fait ce qu'elle a dit. Il y a la base militaire chinoise de Djibouti. La Chine a dit que la stratégie des colliers de perles, c'était n'importe quoi. Mais alors maintenant, vous avez Djibouti, vous avez Mantelada, enfin, vous avez justement ce collier de perles qui est en train de se tresser. Et alors, je dis que toute hégémonie dans l'océan Indien sera de toute façon vulnérable, et vous avez raison de souligner la vulnérabilité des voies maritimes, mais enfin, elle est mutuelle, puisque la Chine a peur de se trouver dans une situation de blocus, surtout par rapport à ses apports énergétiques. En 2004, il y avait ce dilemme des détroits de Malacca, où on s'était dit qu'il y aurait un étranglement de l'alimentation en pétrole de la Chine, et c'est la raison pour laquelle la Chine, maintenant, fait une passe par les autres détroits de l'Asie de l'Est, et notamment les détroits de Sanders. Donc, cette vulnérabilité est à double tranchant, et c'est pourquoi les grandes puissances de l'océan Indien résistent à l'idée, pour l'instant, de toute hégémonie, mais enfin, ça ne veut pas dire que personne ne s'y essaiera un jour. Maintenant, pour ce qui est de la Russie, avant de passer au cyberespace, peut-être que nous avons sous-estimé la Russie, ou le rôle de la Russie dans l'Indo-Pacifique. C'est une tendance un peu australienne où on se dit que, enfin, on examine la Russie post-soviétique comme étant une puissance un peu faible dans l'Asie, et a plutôt eu un rôle de bouleversement plutôt qu'un rôle de domination de la scène géopolitique. Mais c'est la raison pour laquelle l'Australie demandait que la marine, a vu d'un mauvais œil plutôt la marine russe arriver pendant le G20 sur la côte du Queensland, parce que à l'époque, l'Australie et la Russie étaient dans une situation d'affrontement politique à la suite de la disparition du vol MH17 avec beaucoup d'Australiens à bord. Mais moyennant quoi, la Russie ne considère pas, à mon sens, encore l'Indo-Pacifique comme étant son cœur de métier, pour ainsi dire, en tout cas son cœur stratégique d'influence. Ce qui va faire la différence, c'est la relation sino-russe, ça c'est certain, et il est dans l'intérêt des autres pays de la région que cette relation ne soit pas trop étroite, en tout cas, et qu'elle n'est pas aussi étroite qu'on nous le laisse entendre. La question est de savoir si, à terme, cette relation se maintiendra, et si elle se maintiendra lorsque la Chine se rendra compte plutôt que ses ressources, ou en tout cas ses revendications sur l'extrême-orient russe, se concrétiseront. Alors, évidemment, du point de vue australien, la Russie peut jouer un rôle, peut montrer ses muscles. On ne sait pas si son influence sera positive dans la région. Pour ce qui est des puissances de l'Internet, alors je ne sais pas comment l'Australie voit la concurrence entre les États-Unis et la Chine pour ce qui est des grands acteurs de l'Internet. Pour autant, je crois qu'on peut dire à juste titre, et là évidemment les gouvernements sont très discrets par rapport à cela, mais enfin il y a une méfiance envers la Chine dans les cyberespaces australiens, et si vous voyez le nombre d'investissements, des décisions en prise d'investissements étrangers, notamment en matière de télécommunications, si l'on voit le nombre de rapports qui sont publiés en Australie justement sur les questions d'espionnage, etc., eh bien il semblerait que, en tout cas, on estime que la relation sino-américaine autour d'Internet ne soit neutre. Il y a d'autres domaines où l'Australie n'est pas très satisfaite des relations, disons de la guerre commerciale qui pourrait y avoir entre l'Australie et la Chine. Mais enfin, sur la question d'Internet, l'Australie penche plutôt du côté, ou même nettement du côté américain. Pas dangereux pour les États-Unis de perdre leur position au Pakistan en se tournant vers l'Inde et le bloc Indo-Pacifique. Est-ce que dans ce cas-là, on ne risquerait pas d'aller vers ce que Huntington avançait, c'est-à-dire l'Occident contre un bloc islamo-confucéen? Oui, mademoiselle, puis ensuite je passerai la parole ici pour que le micro descende. Vous aviez une question là? Oui,
Oui, bah alors allez-y. Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette conférence, hein, c'était extrêmement instructif et ça nous a permis aussi d'avoir un point de vue effectivement qui se décentre de la Chine et effectivement on s'était vraiment concentré sur elle, donc merci beaucoup. J'avais une petite question, alors une grande partie de la question a déjà été posée, voilà pour être un peu embêté, mais je voulais revenir sur le terme de patience stratégique dans le concept d'Indo-Pacifique, puisque dans le même temps vous avez beaucoup répété ce terme. Et en même temps, vous avez montré également que ce concept permettait de réguler l'hégémonie chinoise, que la Chine voudrait imposer dans la même région. Mais je trouve que c'est un petit peu contradictoire. Je veux dire, quelles limites sont fixées et comment faire respecter ces limites sans que... On se comprend. Sans que ça parte en vrille ou voilà. Enfin voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole là. Je vous oublie pas, on va vous donner le micro après, ça circulera plus facilement. Vas-y. Good evening, here. Bonsoir. Il se trouve que j'ai vécu au Japon dans les années 80, lorsque le Japon était le centre du monde, et j'ai vécu à Singapour dans les années 90, quand l'ASEAN venait de naître, et on voyait tous ces pays de l'Asie du Sud-Est apparaître sous la protection américaine. Et dans un cas comme dans l'autre, il n'y avait pas beaucoup d'activités islamiques dans la région. C'est arrivé beaucoup plus tard, enfin un peu plus tard, notamment dans ces pays que vous n'avez pas évoqués, qui sont au centre de l'Indo-Pacifique, à savoir l'Indonésie. Alors, la question que je pose est de savoir si, comme par le passé, vous estimez que la Chine ne fabriquait que des produits bon marché, mais aujourd'hui, l'Indonésie fait ce que la Chine autrefois, c'est-à-dire des produits bon marché. Mais dans 10 ans, quel avenir nous réserve l'Indonésie? Une question qui concerne plus l'Australie que l'Indo-Pacifisme. Sur les essais nucléaires, Bruno Tertrais a rappelé tout à l'heure que la France et l'Australie avaient été en froid à cause des essais dans le Pacifique. Et je voulais savoir ce que l'Australie pensait et si elle avait réagi par rapport à la NPR des États-Unis qui est sortie, dans laquelle ils expriment le fait que potentiellement ils pourraient refaire des essais nucléaires s'il y avait une nécessité stratégique. Est-ce que vous avez, est-ce que l'Australie a des appréhensions concernant la possibilité que en Asie les autres puissances nucléaires puissent continuer à faire des essais nucléaires, enfin les reprendre, si les États-Unis s'y mettaient? Alors, il y a la Corée, peut-être c'était sur la Corée du Nord, oui, c'est quand même un angle mort là, de notre débat. Merci, mademoiselle. Je viens d'entendre un délicieux détournement, peut-être involontaire, de l'Indo-Pacifique quand l'Indo-Pacifisme. Je ne sais pas si c'était, mais peut-être qu'à New Delhi, on apprécierait cette manière de faire, peut-être pas sous l'actuel gouvernement. Non, mais je voudrais prolonger la question de Madame Tranchet à propos de la Corée du Nord. Est-ce que la Corée du Nord est trop loin pour être un sujet pour l'Australie, ou, parce que je voudrais que tu m'aides à préparer ma conférence de la semaine prochaine, ou est-ce que c'est par nature, parce que c'est la portée de ces missiles, un sujet pour la manière dont justement vous réfléchissez à la concrétisation de votre alliance avec les États-Unis. Ça n'est pas encore véritablement un sujet en Europe, je ne sais pas si ça en sera un, mais au-delà des gouvernements, la question de savoir s'il peut y avoir une menace nord-coréenne sur l'Europe n'est pas vraiment posée. Est-ce qu'elle est posée en Australie? Il y a passion stratégique, essai nucléaire coréen, essai et hégémon. Alors, commençons par les essais nucléaires nord-coréens et ensuite les autres essais nucléaires pour ensuite revenir aux autres questions. On a parlé de la France comme étant au centre de l'univers, la Chine comme étant au centre de l'univers, et même dans leurs rêves les plus fous, les Australiens ne se croient pas au centre du monde. On a eu un ministre des Affaires étrangères australien qui avait mis
l'Australie au centre d'une hémisphère de l'Asie de l'Est. Enfin, c'était un peu curieux. Il y a une carte qui montre la ville de Darwin comme étant au centre de l'univers, mais bon, ça, c'était quelque chose qui était lié à une situation particulière et assez désagréable. C'était il y a longtemps de toute façon. Pourquoi je dis ça? Parce que je ne pense pas qu'il y ait d'angoisse en Australie quant à une menace nord-coréenne. Sur le plan technique, oui, nous sommes à la portée des armes coréennes et on pourrait s'interroger sur les intentions nord-coréennes. Est-ce qu'ils disposent de suffisamment de missiles pour atteindre... Est-ce qu'ils ne viseraient pas d'abord le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis, Guam, avant de viser l'Australie? D'ailleurs, nous avons des bases américaines en Australie qui pourraient être visées en cas de conflit, mais enfin bon... Elles sont loin des populations civiles de toute façon. Je ne pense pas que le public australien, en tout cas, soit particulièrement inquiet. Il faut quand même se rappeler que pour la défense antimissile, et ça c'est le sujet de votre intervention de la semaine prochaine, il n'est pas économiquement faisable pour l'Australie de se mettre, penser à une défense stratégique anti-missile. Il y aura des forces australiennes qui pourraient armer des destroyers dans la mer du Japon, bon, mais moyennant quoi, ce genre de défense, de même que pour toute la question nucléaire, c'est un sujet qui est quand même très sensible en Australie parce que, en fait, il y a des questions dont la gauche, l'extrême gauche, le Parti travailliste australien ont utilisé. Enfin, ces questions pourraient revenir au goût du jour en cas d'essai nucléaire américain, mais pour l'instant, cette question n'est pas revenue au goût du jour et une défense stratégique pourrait être déstabilisante sur le plan stratégique et évidemment quelque chose que la Chine pourrait utiliser si elle souhaitait jeter un pavé dans la mare. Pour les essais nucléaires, je ne peux pas en dire plus. Je préfère, lorsque je suis en France, ne pas parler d'essais nucléaires. C'est vrai que c'est préférable pour la qualité de nos relations. Mais enfin, c'est vrai que quand on examine la situation du point de vue australien, il faut voir ce que sont finalement, sur le plan intérieur, sur le plan politique intérieur, ce qu'est la marge de manœuvre du gouvernement et ce qu'il doit faire pour satisfaire son électorat. Je crois que d'ailleurs du côté français, une des raisons pour laquelle l'Australie a pris une position très dure contre les essais nucléaires indiens et pakistanais dans les années 90, c'est que justement le public australien estimait que le gouvernement français avait réagi trop faiblement et trop tard aux essais nucléaires français. Maintenant, pour ce qui est des autres questions, notamment l'Indonésie et l'islam, etc. Du point de vue australien, il y a eu un changement du tout au tout par rapport à notre attitude envers l'Indonésie. Nous voulons qu'elle soit riche, puissante et forte. Ça nous arrangerait bien que l'Indonésie ait une marine puissante et de qualité, et on l'aidera à le faire, mais l'Indonésie actuellement a tendance à jouer, disons, en dessous de son potentiel, de sa puissance réelle, et c'est à nous de la hisser au-delà de son niveau actuel. Il y a eu beaucoup de planification, de réflexion à ce sujet en Australie, et il faudra certainement, avant que l'Indonésie soit une menace, il faudra en arriver il y aura beaucoup d'autres choses qui devront se produire. Évidemment, ce qui est inquiétant en Indonésie, c'est intérieurement l'extrémisme, le radicalisme, etc. Et là, les services de renseignement australiens sont en étroite collaboration avec leurs homologues indonésiens. Maintenant, pour ce qui est du Pakistan et de toute cette idée, du bloc islamo-confucéen. Alors, je crois que l'un des récits qui n'a pas été entendu sur la scène internationale, c'est l'affrontement entre la Chine et le monde islamique. Et là, si vous regardez la façon dont les minorités musulmanes
sont traités à Xinjiang et ailleurs en Chine, vous verrez que tôt ou tard, il risque d'y avoir un retour de bâton contre les intérêts chinois autour de cette affaire de la nouvelle route de la soie. Et évidemment, c'est le Pakistan qui sera le fauteur de troubles en la matière, ou en tout cas qui pourra être l'acteur de ce retour de bâton. Il est certain qu'il y a des intérêts pragmatiques entre la Chine et toutes sortes de pays le long de cette route de la soie. Il y a une question dormante pour l'instant de tourmente qui pourrait venir de l'islam, mais quand on voit ce que sont les intérêts de la Chine visant d'autres pays et des pays, disons, instables, comment, sur le plan sécuritaire, la Chine va-t-elle réagir? Jusqu'à présent, la Chine n'a pas eu besoin, depuis 1989, à hausser le ton, mais ceci ne peut pas se maintenir. Tôt ou tard, la Chine sera amenée à faire usage de la force. Évidemment, ça en soi sera déstabilisant. Alors, je ne suis pas inquiet dans le sens où je ne pense pas que le Pakistan va se détourner complètement du tout au tout par rapport aux États-Unis et se rabattre sur la Chine. Et je crois qu'il y a moyen d'exercer ou de faire, d'amener le Pakistan à plus de retenue. Alors, pour ce qui est de la patience stratégique, vous avez mis dans le mille ici, d'ailleurs j'ai bien réfléchi à ce terme avant de l'utiliser, et souvent j'ai utilisé ce terme avec le terme d'assurance ou de sérénité stratégique. Le mot patience ne veut pas dire autosatisfaction ou d'attente indéterminée ou d'attentisme, attendre de voir la Chine disons, trébucher. Ce que je dis simplement, c'est qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la montée de la puissance de la Chine dans la région. Et il y a eu un élément de panique en se disant, voilà, la Chine est toute puissante, oublions nos intérêts, nous allons vivre dans un monde sino-centré. En fait, il y a entre ces deux, entre l'apaisement, l'accommodement d'un côté et l'affrontement d'un autre côté, ou le conflit, je crois qu'il y a quand même pas mal de marge de manœuvre, et la vraie question est de savoir quel est, pour l'instant, est-ce que le temps joue en faveur de la Chine ou d'autres pays? Et on voit que dans les 10 à 15 prochaines années, les choses pourraient tourner, et il se pourrait que dans une dizaine d'années, on se dirait que finalement, le temps n'a pas joué en la faveur de la Chine, et que la patience stratégique des pays démocratiques leur ont donné finalement une forme d'endurance qui leur aura permis de mener le jeu. Autre question, Jérôme? Alors, Jérôme et Joseph. Voilà. Les deux dernières questions, Jérôme est en haut, Joseph est en bas. Il est là. Oui, parce que ça, c'est une comptine, mais ils se réveillent tard, l'un et l'autre. Alors? Du coup, je vais être relativement court, bref, si vous me le permettez. Je voudrais avoir la perception de notre intervenant sur éventuellement l'ouverture de la voie arctique et de l'impact que cela pourrait avoir sur le concept d'Indo-Pacifique. Merci beaucoup. Si bien, réponse courte. Il est ici. Ah, monsieur, je ne vous avais pas vu. Ah, mais Joseph, vous aurez quand même le mot de la fin. Alors, monsieur, vous avez parlé de l'impact sur la population d'origine chinoise en Australie. On sait que actuellement, il y a des problèmes sur les États démocratiques avec un certain nombre de gens qui influencent. Qu'est-ce que ça peut avoir effectivement sur la démocratie australienne? Et la deuxième chose, il y a un État entre l'Australie et la Chine, c'est les Philippines. Et on a cru comprendre que les Philippines sont en train de se rapprocher beaucoup de la Chine. Est-ce que ça peut avoir aussi une influence sur l'Australie et l'Indo-Pacifique? Merci beaucoup, monsieur. Merci. Joseph, le mot de la fin, c'est poli, en effet. Dans la zone Indo-Pacifique, on a beaucoup parlé de la frontière entre les deux océans, avec notamment l'ASEAN et l'Australie. On a beaucoup parlé aussi des États-Unis à l'Est, mais on n'a pas beaucoup parlé d'acteurs importants à l'Ouest, peut-être parce qu'il en manque. Donc j'aimerais savoir si vous pensez qu'il pourrait se développer des pôles importants. Moi, je pense par exemple à l'Iran, ou dans la Corne de l'Afrique, de nouveaux pays. Je vous remercie.
Merci Joseph. À l'ouest, il y a d'abord la mer. Bon, beaucoup de choses. Et alors, encore une fois, je vais commencer par le dernier parce que c'est plus facile pour moi, d'une façon ou d'une autre. Bon, c'est une très bonne question concernant des pôles de puissance et d'influence dans l'ouest de l'Indo-Pacifique. Et l'une des grandes complications de ce concept est que c'est une région tellement vaste que ça ne va pas être bien adapté à des multilatérales assez inclusives. Mais pour la simplicité de l'analyse, certains d'entre nous ont eu tendance à ne pas tenir compte de certains des acteurs aux marges géographiques de l'Indo-Pacifique, à l'exception des États-Unis, bien sûr. Donc ça dépend vraiment si ces pays deviennent actifs au-delà de leur voisinage immédiat, s'ils s'impliquent aussi dans l'orientation de leurs relations avec les grandes puissances. Donc l'Iran en est un, mais il y a aussi l'Arabie saoudite et d'autres. On a tendance à voir la sécurité énergétique chinoise comme étant un problème seulement pour la Chine, mais c'est un problème pour les États fournisseurs également. S'il devait y avoir un blocus de la Chine à l'avenir du fait d'une crise, bien sûr, les vendeurs de pétrole vont souffrir tout autant que les acheteurs. Et donc ce serait intéressant de voir si l'Iran, l'Arabie saoudite ou d'autres au Moyen-Orient commencent à choisir leur camp dans la dynamique stratégique plus large dans l'Indo-Pacifique. Pour l'instant, ils ne l'ont pas fait, mais ça pourrait changer. Et puis, je crois que la projection de leur puissance, théoriquement, dans des questions de lutte contre la piraterie, ça serait pas mal d'avoir le plus d'acteurs possible dans l'océan Indien, dans le golfe d'Aden. Et enfin, moi, je verrais les efforts de l'Inde pour être un acteur bien plus actif dans le golfe Persique. Ça a été frappant il y a quelques années lorsque Modi a retiré son haut-commissaire en Australie et l'a envoyé aux Émirats parce que c'était quelqu'un qui savait vraiment bien gérer les choses, et ça montrait que l'Inde essayait d'exercer beaucoup plus d'influence dans cette partie du monde. Donc ça pourrait aussi être le cas que l'Inde serait un acteur actif dans l'ouest de la région. Mais bon, il faudrait que j'y réfléchisse un petit peu plus à tête reposée. J'aime la flexibilité qu'il y a dans cette analyse. Ensuite, la question de l'ASEAN, les Philippines et la Chine, l'Australie et la minorité chinoise en Australie et l'Arctique. Voilà. Bon, bien sûr, nous nous préoccupons. Lorsque je dis nous, ce sont les pays dans l'Indo-Pacifique qui se préoccupent de l'affirmation unilatérale de la Chine dans la mer de Chine méridionale. Donc, bien sûr, nous avons été déçus, surtout après avoir été à la pointe dans les actions en justice contre les revendications chinoises dans la mer de Chine méridionale à La Haye, et après avoir gagné, eh bien, les Philippines semblent avoir été récupérées par la Chine. Mais ça n'est pas nécessairement un État assez stable. Les choses peuvent évoluer. On a vu que le Sri Lanka, a dit il y a plusieurs années qu'il avait été complètement dans la poche des Chinois, et ensuite le processus démocratique a fait qu'il y a eu un renversement de la position. Donc les choses vont évoluer. Et les Philippines seront vraiment un État de front dont la relation avec la Chine va être structurante. Le Vietnam a été vraiment la mouche dans le potage, pour ainsi dire, du point de vue de la Chine. Et on voit maintenant que la Chine a fourni au Vietnam ces systèmes d'armement qu'il utilise maintenant pour compenser, contrebalancer la puissance chinoise. Bon, maintenant... la communauté chinoise en Australie, c'est une question sensible. Il y a beaucoup de communautés sino-australiennes, les nouvelles générations d'étudiants et d'hommes d'affaires qui s'identifient avec la RPC. Et cela va des étudiants, des réfugiés du massacre de Tiananmen, des pratiquants du Falun Gong, des Taïwanais,
ceux qui veulent vraiment devenir des ressortissants australiens normaux qui s'occupent de leurs propres affaires. Donc ça va être un problème ces prochaines années en Australie, c'est sûr. Mais le seul argument que je développerai est que ce qui motive l'Australie à repousser l'ingérence chinoise, c'est de protéger les droits démocratiques des Sino-Australiens et de tous ceux d'origine chinoise qui ne s'identifient pas avec la RPC. Et donc, dans notre système politique, on se dit que si on permet à une puissance étrangère d'intimider ou d'exercer une coercition sur la moindre minorité sur votre sol et que vous ignorez cela, eh bien, on traite ces citoyens comme des citoyens de second rang. Et donc, ça n'est pas acceptable. Ensuite, concernant l'Arctique, pour dire encore une fois, il est important de noter qu'environ 6% de la population australienne est d'origine chinoise. Donc là, on parle de plus d'1 million de personnes. Et là, ça n'est pas rien. L'Arctique, maintenant. L'une des questions est de savoir ce qui viendra après l'Indo-Pacifique. J'ai fait du prosélytisme pour l'Indo-Pacifique depuis des années et donc le risque est que je vais continuer de raconter cette histoire bien après qu'il y aura un nouveau cadre stratégique international. Si la Chine pouvait de façon décisive trouver une alternative à l'océan Indien pour sa sécurité énergétique et sécuriser toutes les autres importations de ressources fournies par ces voies maritimes, on parlera d'un cadre régional bien différent. S'il y avait un déclin ou un effondrement chinois, soudainement on verra aussi la fin de l'Indo-Pacifique. Là, je crois que c'est assez improbable comme issue, que ce soit l'un ou l'autre des scénarios, et donc ces prochaines décennies, il est difficile d'imaginer d'autres solutions à l'Indo-Pacifique. Si la Chine n'avait pas besoin de pétrole du Moyen-Orient ou d'Afrique, c'est là qu'on pourrait commencer à changer de sujet. Mais pour autant que je le sache, l'Arctique ne va pas résoudre le problème pour la Chine. Le trafic de conteneurs vers l'Europe ou pour sécuriser les importations venant de l'Arctique, ça pourrait être une chose, mais ça ne va pas compenser ce qui vient d'autour de l'Afrique. Merci. Merci d'être venu.